RFM Midi. RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue RFM. Il est midi, le grand journal. Barthélémy Ngom. À la une, cette information RFM, le dialogue national qui démarre officiellement le 30 mai prochain. Les discussions vont prendre 15 jours au maximum. Plusieurs sujets ayant trait à l'apaisement du climat politique seront au menu. Détails dans ce journal. Affaire du garçon tué à Kër Mbaye Fall lors des manifestations liées au procès Ousmane Sonko Adji Sarr. La famille demeure convaincue qu'il a été tué par balle. Une plainte est en vue. Tension politique au Sénégal, les élèves envoyés en vacances forcées à compter de ce vendredi jusqu'au jeudi 25 mai. La mesure concerne les deux régions, Sédhiou et Ziguinchor. Dans le Pakao, les acteurs du système éducatif saluent cette mesure. La page internationale, ce sera avec Seydou Nourouba, le sport Georges Déthié Diop, la presse du jour Mohamed Ali Mouba. Et puis finale CAN U17. Sénégal-Maroc ce soir à 21h. Quelle stratégie pour maintenir la dynamique de sacre plutôt du football sénégalais? Débat en fin de journal dans la rubrique Point de vue. Barthélémy Ngom. Aliouba est à la technique de ce journal. Bienvenue à tous. D'abord, ce cambriolage qui a mal tourné à Bignona. La victime est un agent de sécurité de proximité. Il tentait de repousser des voleurs qui s'étaient introduits chez lui. Cette nuit, malheureusement, il a été pris à partie par la bande de malfaiteurs qui l'ont poignardé à mort. Le corps a été acheminé au centre de santé de Bignona et la gendarmerie a ouvert une enquête. Lamine Ba. Les habitants du quartier Badionkoto, situé dans la commune de Bignona, sont traumatisés par la scène digne d'un film western qui s'est produit chez eux hier. En effet, des individus mal intentionnés se sont introduits tard dans la nuit chez le jeune Matar Camara pour cambrioler la maison. C'est à ce moment que la victime, alertée par leur présence, a tenté de les repousser. Selon nos sources, une fois qu'il a franchi la porte de son bâtiment, il a été pris à partie par la bande de malfaiteurs visiblement en surnombre. Les nombreux coups qu'il a reçus de la part de ses agresseurs ne lui ont laissé aucune chance car il a rendu l'âme sur le coup. Les voisins alertés sont venus à son secours, mais les assaillants avaient déjà eu le temps de vider les lieux. La jeune victime, âgée de 25 ans, est un agent de sécurité de proximité. Nous apprendons le corps sans vie est déposé à la morgue du centre de santé de Bignona et une enquête est ouverte par les éléments de la brigade de gendarmerie. L'insécurité grandissante dans la commune de Bignona avait motivé l'idée de l'ouverture d'un commissariat de police dans cette ville. Une promesse des autorités qui date de 2016 mais qui tarde toujours à être effective. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Midi 3 minutes. La famille du garçon tué à Kër Mbaye Fall lundi dernier lors des manifestations liées au procès Ousmane Sonko Adji Sarr annonce une plainte pour que la lumière soit faite sur cette affaire. Les parents de Pape Amadou Keïta demeurent convaincus qu'il a été tué par balle. Cet élève de 14 ans en classe de 4e a été inhumé avant-hier au cimetière de Mbao. Écoutons Falla Keïta, le grand-père paternel de la victime. Il est au téléphone avec Elad Djindjogoudien. Nous avons reçu le rapport de l'autopsie qui a prouvé que réellement c'est une balle, quoi. Donc, je pense que, quelle que soit la situation, justice sera faite et on va saisir. On va porter plainte en fait. Il faut que c'est ce que vous voudrez. Il faut que la lumière soit faite, quoi. Soit faite parce que bon, on n'accuse personne, mais on va porter plainte. Vous parlez de balles alors que l'autopsie fait état d'un projectile. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine différence? Non, il n'y a pas de différence. Un projectile qui peut traverser tout un corps, ça peut être seulement une balle. Là, c'est technique. Pour moi, c'est ça, quoi. Le projectile est passé sur la 7e côte gauche, a traversé le poumon pour ressortir. Il a traversé madame tout le corps. Mais une ambulance ne peut pas faire ça. C'est sur place, on avait trouvé la balle sur place. Et maintenant, est-ce qu'il a été enterré ou pas encore? Non, on l'a enterré. Quand est-ce? Le jour qu'on a reçu l'autopsie, vers 19h moins, après la prière de guerre, quoi, on a pu l'entrer en bas. Comment la famille a vécu cette situation? Oh, très difficile, très dur même. Elle a même failli perdre le jeune frère de son papa qui est tombé en 5 fois, mais heureusement il est revenu. C'était très dur c'était tellement dur, quoi, tellement dur, trop dur même. Pour un enfant qui ne connaissait rien, il ne sortait pas, il ne bougeait pas. À part ses études, il partait à l'école football. Est-ce que Pape Amadou participait aux manifestations ce jour-là? Non, jamais, il ne le fera jamais. Il ne pense même pas à ça. Dans quel but? Il ne connaît même pas ça. Il était où ce jour-là? Il était dans le quartier. Donc, c'est pas pur hasard qu'il a été atteint? Absolument. On n'accuse personne encore, mais l'essentiel, la balle. S'il y a une enquête, peut-être on aura des résultats très exacts. Voilà, c'était Falla Keïta, le grand-père paternel de ce jeune de 14 ans décédé lors des manifestations liées au procès Ousmane Sonko Adji Sarr. Nous reparlons justement de ces manifestations et leur lot de morts. Beaucoup de manifestants sont décédés suite à des projectiles. Alors, question.
C'est quoi un projectile? Élément de réponse avec Mohamed Ali Mouba. Dans sa grande acception, un projectile, c'est tout corps qui est projeté à une certaine vitesse. Ça peut être une balle, un caillou, du fer. Mais qu'est-ce qui peut faire la différence donc entre une balle et un autre projectile? Tout est dans la vitesse et la spécificité de la blessure. Selon un expert balistique, si c'est un caillou ou du fer, le diamètre de la blessure est le même, aussi bien à l'entrée qu'à la sortie. Si c'est une balle, l'orifice d'entrée peut être petit et l'orifice de sortie plus grand. La blessure n'est pas linéaire non plus et il y a une chambre d'attrition. Les tissus sont dégradés à l'intérieur. Pour aboutir à telle ou telle autre conclusion, le médecin légiste donc doit examiner la nature de la blessure et les éventuels impacts du projectile, notamment sa trajectoire et la qualité de la blessure. Les dommages liés à une blessure par balle peuvent inclure des saignements, des fractures, des dommages aux organes, une infection de la plaie ou la perte de la capacité de bouger une partie du corps. Les dégâts dépendent de la partie du corps touchée, du chemin suivi par la balle à travers le corps ainsi que du type et de la vitesse de la balle. Mohamed Ali Mouba, la tension politique justement et ses conséquences sur le système scolaire à Sédhiou et Ziguinchor. Les autorités académiques ont décidé de suspendre les cours à partir de ce vendredi jusqu'au jeudi 25 mai. Dans le Pakao, les acteurs du système éducatif saluent la décision de l'IA. Bakari Conté. À Sédhiou, l'inspecteur d'académie a décidé de suspendre les cours à partir de ce jour jusqu'au jeudi 25 mai prochain. Une décision très bien appréciée par les acteurs de l'éducation. Koumamba Danso, président de l'Union régionale des parents d'élèves de Sédhiou. Vraiment, je suis d'accord avec lui. Vous savez, c'est pas facile. On dit, le français dit toujours, vaut mieux prévenir que guérir. Mais il a la responsabilité de tous nos enfants. Et actuellement au Sénégal, ce qui se passe ici est vraiment incontrôlable. On ne peut pas contrôler. Donc nos enfants, qui sont des petits garçons et des petites filles, des petits garçons et tout, vraiment les laisser à la merci de ces gens-là. Vraiment, il a été très sage. Il a été courageux aussi. Les parents aussi doivent surveiller les enfants à la maison. Abdoulaye Diallo, secrétaire général du CELS de Sédhiou, abonde dans le même sens. Aujourd'hui, nous le constatons. À chaque fois qu'il y a manifestation politique, les élèves ou bien l'école est pris en otage. Les enfants sont mis au devant de la scène. Les enfants sont souvent manipulés. Et là, nous le déplorons. Parce que l'espace scolaire ne doit pas être mêlé à la politique. Il lance un appel aux enseignants. Nous lançons un appel aux enseignants, aux acteurs du système éducatif de préserver l'école de ces turbulences politico-sociales. Donc, il faut les épargner de ces turbulences-là. Le canton est suffisamment affecté. Nous avons écho également que des enseignants sont poursuivis parce qu'ils ont eu à manipuler des enfants, des élèves pour les sortir, pour envahir la rue. C'est des choses que nous déplorons. Le président de l'Union régionale des parents d'élèves de Sédhiou invite les parents à s'impliquer davantage dans la sensibilisation afin que les enfants ne soient pas manipulés. Bakary Konté, Sédhiou, Radio Futur Média. C'est dans ce contexte de climat politique tendu que s'ouvre le dialogue national. La date est connue. Les concertations vont officiellement démarrer le 30 mai prochain. Elles doivent durer une quinzaine de jours au maximum. Plusieurs questions ayant trait donc à la situation du pays seront débattues. Toutefois, l'incertitude plane encore sur les participants à ce dialogue national. Koumba Sandian Faye. Si le compte à rebours, le dialogue national va se tenir à partir du 30 mai, donc juste après la fête de Pentecôte, pour une dizaine, voire une quinzaine de jours, mais qui seront autour de la table pour dialoguer. Au moment où Ousmane Sonko, pris par certains comme le leader de l'opposition, a maille à partir avec la justice et dont le procès l'opposant à Adji Sarr est renvoyé à une semaine avant ces concertations. Lui, le leader du parti PASTEF, avait rejeté la main tendue du chef de l'État. Pour Ousmane Sonko, il faut au préalable régler cette question fondamentale, à savoir que Macky Sall ne doit pas être candidat une troisième fois. Est-ce possible de dialoguer alors dans ce contexte sans cet adversaire principal du président Macky Sall? Cet appel au dialogue a-t-il d'autres raisons d'être si ce n'est discuter des questions majeures pour apaiser la tension politique?
Pour Aminata Touré, ancien premier ministre de Macky Sall, candidate déclarée à la présidentielle de 2024, aujourd'hui, dans l'autre camp, cet appel au dialogue n'est qu'une tentative de division de l'opposition et de la société civile autour de la plateforme des forces vives F24, tout comme Malik Gakou, Aïda Mbodj, Déthié Fall du PRP, le PUR de Serigne Moustapha Sy, tous membres de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi, ils disent non à Macky Sall. Et justement, le F24, dans lequel se réunissent ses opposants et une bonne partie de la société civile, exige d'abord la déclaration de la non-candidature du président à la présidentielle de 2024 et la libération des prisonniers que le mouvement qualifie de détenus politiques. Sauf que ces conditions posées pour participer au dialogue semblent tomber à l'eau. Mais ce n'est pas tout. D'autres ténors de l'opposition comme Khalifa Sall et Barthélémy Diaz pour dire Tahaoun Dakarou, membres de Yewwi et de F24 vont dialoguer. On se souvient de la sortie de Khalifa pour dire Nabokorek et de Barthélémy avant avoir initié lui-même maire de Dakar cet appel au dialogue. Une autre grosse pointure, le PDS, les libéraux vont aller répondre à l'appel, tout comme d'autres acteurs politiques comme Pape Diop de Bokk Gis Gis. Et une autre bonne partie de la société civile va y participer. Et pour les termes de référence, beaucoup pensent que la question du troisième mandat doit être soulevée, la question sur l'éligibilité, les amnisties de Khalifa et Karim, le parrainage, le fichier électoral, la révision des articles L29 et L30 du code électoral. Et pour les points d'accord et recommandations des dialogues passés, il faut signaler que beaucoup de choses n'ont pas été réglées jusque-là. Koumba Sandiane Faye, je rappelle juste que le dialogue national démarre le 30 mai prochain. Louga, les jeunes de la mouvance présidentielle qui déplorent la léthargie du parti dans le département de Kébémer, ils estiment que les élus n'ont pas mis les pieds dans le département depuis les élections législatives passées. Ibrahima Diallo, le vice-président du conseil départemental, en a profité pour interpeller les chefs de l'État sur le manque d'infrastructures dans le département. Nous sommes là pour dénoncer une léthargie politique et une absence inexplicable des soi-disant leaders promus à de grandes responsabilités par le chef de l'État, M. Macky Sall. Que depuis les élections législatives, ils ont disparu du terrain politique sans aucune nouvelle, ce qui aujourd'hui crée une situation de découragement, de frustration et d'abandon de certains responsables. C'est pourquoi nous demandons au président Macky Sall de prendre en charge la situation politique, économique et sociale du département de Kébémer pour au moins sauver la mise. Du fait que le département de Kébémer manque d'infrastructures de base et de projets. Aujourd'hui, toute la jeunesse du département attend la finition des travaux du stade municipal qui est en chantier depuis presque 2 ans parce que la mairie n'a pas suffisamment de moyens pour finir les travaux. Nous avons aussi besoin d'un hôpital qui est une doléance très ancienne et autres programmes de développement comme le Promoville, le PUDC, mais aussi de renforcer le taux de recrutement dans le programme Xëyu Ndaw ñi pour diminuer le taux de chômage des jeunes dans le département de Kébémer. Ibrahima Diallo, vice-président du conseil départemental de Kébémer, il était au micro de Nafissatou Ndiaye, notre correspondante à Louga, midi 12 minutes. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM midi. Le REVAS contre le recasement des mécaniciens à Diamniadio, le regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal, trouve cela impossible au regard du nombre important de parcs automobiles à Dakar. Ces mécaniciens déplorent les déguerpissements récurrents dont ils font l'objet. Le REVAS demande plutôt un aménagement des garages dans chaque département et la création d'un village artisanal à Keur Massar. Un souhait est mis en marge des 48 heures de dépannage des véhicules de l'administration. C'était à Keur Massar et on retrouve sur place Aminata Ba. Des déguerpissements interminables, une concurrence déloyale qui ne dit pas son nom. Le regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal n'en peut plus, dit-il, de subir ces difficultés. Seydou Diallo estime que des garages mécaniciens doivent être érigés dans chaque département. L'État du Sénégal est en train d'aménager des garages mécaniciens modernes à Diamniadio et tous les mécaniciens de Dakar vont être transférés là-bas. Mais c'est impossible parce que Dakar a beaucoup de parcs automobiles. Donc les autorités doivent installer des zones artisanales dans les départements ou même dans chaque commune. L'État doit financer le secteur national au lieu d'appuyer toujours les multinationaux. Ces artisans font également face à d'autres problèmes dans leur secteur à Keur Massar. Il s'agit notamment du manque de moyens et l'inexistence d'un village artisanal. Daoud Ning s'agit de l'administration de l'antenne départementale de la Chambre des métiers. C'est un nouveau département. Actuellement, nous avons beaucoup de doléances parce que les difficultés, ça commence par les déguerpissements d'abord. On est en train de nous déguerpir à tout moment. On a besoin des chambres de métiers, des villages artisanaux aussi. On n'en dispose pas.
En même temps aussi, pour ce qui est de l'aide gouvernementale, parfois on l'entend mais on ne le voit pas. Le président de la République, sinon l'administration, doit penser au département de Keur Massar afin de nous aider et de nous soulager un peu. Le regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal invite le gouvernement à organiser des assises avec tous les acteurs afin de trouver des solutions durables pour le développement du secteur. Aminata Ba, Keur Massar, Radio Futur Média. Aminata Ba, Fatick, les jeunes qui habitent les îles disent être marginalisés, laissés en rade dans les programmes d'emploi initiés par l'État. Un constat du maire de Dionewar. Il estime que cette situation ne participe pas à faciliter la lutte contre l'immigration clandestine. Propos tenus à Fatick même, en marge d'un forum initié par le ministère de l'Urbanisme. Aminata Ba. Le maire de Dionewar a lancé ce cri du cœur devant le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique qui présidait un forum à Fatick. Selon Lansana Sarr, les jeunes des îles du Saloum sont souvent oubliés dans les politiques d'emploi de l'État. Il cite d'ailleurs des programmes. C'est vrai, nous sommes enclavés par la nature, mais on n'est pas enclavés par l'esprit. Nous avons constaté dans tous les programmes de l'État, nous n'avons pas senti la présence des insulaires. Donc c'est le cas de la SONAGED qui vient d'être lancée. Il n'y a aucune présence de la SONAGED dans la zone et c'est les mêmes problèmes que nous avons également aussi avec le FERA. Donc c'est des programmes qui concernent les jeunes et normalement on doit faire une sélection en prenant en compte les zones. Dès qu'un quota est alloué par exemple au département de Foundiougne. Cette discrimination, d'après l'édile de Dionewar, favorise le chômage dans ces zones reculées et enclavées. Des dizaines de jeunes insulaires tentent l'immigration clandestine chaque année. Ils préfèrent partir, c'est parce que tout simplement il n'y a pas d'espoir, constatant l'absence totale des services de l'État, mais également aussi des programmes qui sont dédiés et qui sont quasi absents dans les îles. Sensible à ce fort plaidoyer, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique annonce le recrutement de 500 jeunes de la région de Fatick dans le cadre du programme Xëyu Ndaw Ñi. Abdoulaye Seydou Sow. Concernant le projet Xëyu Ndaw Ñi, nous allons recruter 500 jeunes dans la région au profit de la SONAGED et de la direction du cadre de vie. La SONAGED sera redéployée dans toutes les communes de la région. Une mission spéciale sera organisée dans les îles du Saloum pour une planification urbaine mieux maîtrisée. Ce forum consacré aux projets et programmes du ministère de l'Urbanisme a permis d'annoncer de grandes réalisations pour améliorer le cadre de vie dans les collectivités territoriales de la région de Fatick. Les travaux d'aménagement du boulevard Macky Sall de la commune de Fatick ont été d'ailleurs lancés. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Le monde rural qui continue d'attendre les semences pour la présente campagne agricole, c'est le cas dans le Saloum où les paysans affichent un sentiment d'inquiétude à la veille de l'hivernage. En déplacement dans le bassin arachidier, le mouvement Aar Sunu Moomel interpelle les autorités. Fatou Mbow. Le mouvement Aar Sunu Moomel est dans tous ses états à la veille de l'hivernage. Son président Bassirou Ba déplore le retard accusé dans la distribution des semences. Nous n'avons toujours pas reçu de semences agricoles à l'heure actuelle, chose que nous déplorons vraiment. La qualité et la quantité des semences, entre autres, au cœur des préoccupations, Aar Sunu Moomel prévient et interpelle les agriculteurs. Nous voulons que tout soit clair, la qualité tout comme la quantité. Nous exigeons également des reçus après l'obtention de semences. De ce fait, j'invite les acteurs à ne pas céder à la tentation. Nous voulons vraiment bénéficier des matériaux. Pour le président du mouvement, le comportement des politiques à l'égard du monde rural laisse à désirer, d'où l'appel à un éveil des consciences. Les politiques n'ont pas de considération pour ceux qui sont dans le monde rural. Raison pour laquelle je les appelle à un éveil de conscience. En tournée dans la capitale du bassin arachidier, Aar Sunu Moomel invite le ministre de l'Agriculture à revoir sa démarche par rapport à l'accompagnement pécuniaire dans le secteur. Fatou Mbow, Kaolack, Radio Futur Média. Fatou Mbow, direction Baba Garage, la commune, une commune donc située dans le département de Bambey, l'association Trésor qui développe donc de nouvelles stratégies pour venir en aide aux élèves des écoles primaires de la commune. Les responsables de l'association veulent s'appuyer sur le tutorat. Ils souhaitent que les élèves du CM prennent en charge l'encadrement de leurs cadets des écoles primaires. Babacar Diouf. Le projet a pour objectif le renforcement des capacités des élèves des écoles primaires de la commune de Baba Garage. Mamadou Mansour Diop, chargé de projet à l'association Trésor. Concentré sur le renforcement de capacités des élèves en situation de difficulté dans la commune de Baba Garage de manière générale, dans les écoles qu'on a ciblées
mais aussi dans la commune même de Baba Garage. Maintenant, comme innovation, on a le CM de Baba Garage qu'on veut intégrer dans le projet. C'est un accompagnement intercycle, c'est-à-dire c'est des élèves du CM qui vont aider dans le renforcement des élèves du primaire. Le collectif des directeurs d'école apprécie, mais Daoud Diop avance un préalable, directeur de l'école de Baba Garage. Là, ça demande une rencontre, par exemple un atelier dans lequel on va définir les modalités. Parce que si ce sont des enfants du CM là ou bien du lycée qui doivent faire ce renforcement, il va falloir peut-être subir une formation. Cette formation est déjà prévue par l'équipe de projet. Rassure Mamadou Mansour Diop. Enseignants, c'est l'accompagnement de ces jeunes. La place des enseignants, c'est la coordination de ces activités. C'est le renforcement qu'ils ont déjà eu à faire dans la phase 1 par rapport au projet. L'association Trésor et la fondation Khaleyi ont dans une première phase résolu le problème d'état civil aux élèves de Baba Garage. Bombay, RFM Babacar Diouf. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Seydou Nourouba. Merci Barthélémy Ngom. Direction le Mali d'abord, c'est pour parler de ces mouvements de sensibilisation qui se multiplient. Et ce, avant le début de la campagne référendaire, en front du non, certains partis politiques appellent déjà à en constituer, d'autres invitent à voter oui. Zanga Abdoulaye Ouattara. Le parti politique Convergence pour le développement du Mali, CODEM, affirme que ce référendum est intenable. Elle évoque le caractère inconstitutionnel du projet, l'impréparation du scrutin et l'insécurité grandissante. Le parti appelle les forces vives à constituer un front pour dire non au référendum. Nous, en tant que parti politique, l'appel du 20 février pour sauver le Mali, nous sommes libres nous aussi de constituer ce front qui dit non. Ce front doit se constituer pour rejeter totalement et à défaut les amener à surseoir à l'histoire de nouvelles constitutions. Pour les forces du changement, un mouvement de soutien à la transition, ce référendum pose les germes de la refondation du Mali. Lors d'une assemblée générale le 14 mai dernier, l'organisation a plaidé pour le oui au scrutin référendaire. Les préparatifs ont été les plus inclusifs, ce qui ne s'est jamais passé depuis l'indépendance. Ce projet de constitution est 100% malien. Il nous donne l'espoir de pouvoir refonder notre État, soutient Abdelkader Maïga, membre des forces du changement. Le mouvement appelle les Maliens au bon sens et au patriotisme à suivre la volonté des plus hautes autorités le 18 juin 2023. Rappelons que les Maliens sont appelés aux urnes le 18 juin prochain. La campagne électorale se déroulera du 2 au 16 juin 2023. De Bamako, Zanga Abdoulaye Ouattara pour la radio Futur Média. Et pour la COSEM Barthélémy, la coalition pour l'observation citoyenne des élections, les ralliements politiques et les appels au vote en faveur ou contre le projet de constitution violent la loi électorale. L'observatoire demande à l'autorité indépendante de gestion des élections de faire respecter les dates du 2 au 16 juin pour l'ouverture de la campagne et la clôture. Salia Kariba Traoré, coordonnateur de la COSEM, que nous écoutons. Effectivement, dans la loi électorale, exactement dans l'article 80, le chapitre 3 en ce qui concerne la campagne électorale, il est dit que la campagne est ouverte pour l'élection du président de la République et des députés au 21e jour qui précède le jour du scrutin. Alors, comme vous le savez, les autorités de la transition, à travers la convocation du collège, a donné exactement la date de la campagne référendaire qui doit se tenir, si tout va bien, le 2 juin. Mais malheureusement, comme on le voit, il y a des gens déjà qui commencent à faire la campagne et nous les exhortons vraiment à respecter la loi pour que la campagne puisse s'ouvrir effectivement à la date indiquée. L'article 86 dit que l'autorité indépendante de gestion des élections et de ses coordinations veille au respect des mesures édictées aux articles que nous avons précédemment cités. Et puis, direction le Gabon, Seydou Nourou, c'est pour parler de l'ordre des avocats qui est bloqué depuis un mois maintenant. C'est bien cela. Et tout est parti, Barthélémy, de l'annulation par le Conseil d'État de mettre Raymond Obama Sima au rang de bâtonnier. Certains affirment que la loi permet au ministère de la Justice d'intervenir, tandis que d'autres pointent un vide juridique. Oumou Kalsoumli. Dans une interview accordée à la presse locale, Maître Ange Kevin Nzugou est formel. C'est au ministre de la Justice de constater le poste vacant de bâtonnier. La loi prévoit que le ministre de la Justice constate la vacance. Elle invite le bâtonnier sortant à organiser les élections dans le mois qui suit le conseil de la vacance, un avis partagé par plusieurs avocats. Mais un autre son de cloche se fait entendre par la voix de Maître Gisèle Eyoué Bakale, soutenue par certains de ses collègues. Selon elle, la leçon de vacances n'est pas définie par l'article 106 de notre loi. Nous sommes en face d'un vide juridique qu'il convient de combler. En l'état, personne ne peut constater la vacance de poste de bâtonnier. Pour sortir de cette crise, il y a lieu
de saisir la Cour constitutionnelle en interprétation. Un vide juridique issu de la loi de 2015 portant sur la profession d'avocat. Cette crise est née de l'annulation de l'élection de Maître Raymond Obam Simon, accusé de ne pas remplir les critères d'éligibilité aux fonctions de bâtonnier. En attendant, il n'est plus possible de saisir le Conseil de l'ordre ni même de faire des arbitrages. Face à cette situation de blocage, le ministre de la Justice n'a pas pour l'heure souhaité s'exprimer. La hausse des féminicides qui inquiète en Tunisie. Une forte défaillance face à ce phénomène est déplorée. C'est parce que malgré une loi qui impose de prendre des mesures de protection des victimes, 11 femmes ont été tuées par leurs conjoints depuis janvier contre 15 sur l'ensemble de l'année 2022. Au Pakistan, Barthélemy, les forces de sécurité encerclent la résidence de l'opposant Imran Khan et c'est toute la direction du Pakistan Tahrik al-Insaf, le parti politique de l'ancien Premier ministre, a déjà été arrêté. L'offensive du pouvoir s'étend désormais à la Cour suprême, dont le président lui-même est accusé de soutenir l'ancien Premier ministre Barthélemy. C'est la fin de cette page internationale. Merci beaucoup, Seydou Nourouba. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Finale CAN U17 Sénégal-Maroc ce soir à 21h. Quelle stratégie pour maintenir la dynamique de sacre du football sénégalais? On en parle en fin de journal avec nos deux intervenants. Badara Sarr, coach de la Jeanne d'Arc de Dakar et secrétaire général du syndicat des entraîneurs de football du Sénégal, et Bakary Cissé, rédacteur en chef du quotidien sportif Record. RFM Sport. Bonjour Georges Détché-Diop. Bonjour Barthélémy Ngom. Et nous restons justement avec la CAN U17. Le Sénégal a 90 minutes de son premier trophée. C'est le cas aussi pour le Maroc en duel de Lionceau de la Teranga et Lionceau de l'Atlas. Ce soir à 21h à Alger, les sélectionneurs des deux équipes disent se connaître. Notre envoyé spécial à Alger, Sodatiam. Une finale qui s'annonce palpitante. Le Sénégal, tout comme le Maroc, auront comme source de motivation les bons résultats effectués par leurs aînés. L'on se rappelle encore du bon parcours des Marocains lors du mondial Qatar 2022 et du côté sénégalais, les trophées continentaux enchaînés. Alors, pour cette grande finale de la CAN U17, chacun des deux sélectionneurs y va de ses commentaires et dit bien connaître son adversaire, Serigne Saliou Dia. C'est un adversaire qu'il faut pas très sérieux. Je pense que nous on les connaît très bien. On a joué 3 fois de belles individualités, une bonne assise collective, une équipe combattante aussi, une équipe qui est très bien aussi sur les statistiques, sur les coups de pied arrêtés. Maintenant nous, par rapport à tout ce qu'on a fait sur les séances vidéo, on faisra en face les contrecarrer et faire émerger un peu nos forces. Parce que dans ce genre de match, il faut croire plus en soi qu'en ce que fait l'adversaire. Quand tu présides, toi, être très sérieux, très concentré, déterminé à gagner. Son homologue du Maroc lui renvoie la balle, Saïd Chiba. L'équipe sénégalaise a démontré le long de la compétition que c'est une équipe très compétitive, une équipe pleine de talent, une équipe athlétique aussi. Donc il faudra sortir un grand match lors de cette finale pour mériter cette coupe. Et pour le moment, on a tout fait, Inch'Allah, pour le faire. On va essayer, Inch'Allah, d'être compétitif sur le terrain et d'être le plus serein possible pour contrer cette équipe sénégalaise. C'est la première fois que deux équipes qui n'ont jamais remporté la compétition se retrouvent en finale depuis que le Mali avait battu l'Afrique du Sud en 2015. Le vainqueur de cette finale va devenir alors la 9e équipe différente à remporter le titre, rejoignant ainsi le Ghana, l'Égypte, le Nigeria, le Cameroun, la Gambie, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Mali. Soda Thiam, Alger, Algérie, Radio Futur Média. Sénégal, Maroc, force et faiblesse des deux équipes dans ce micro-trottoir. Sodatiam a donné la parole à des journalistes qui ont suivi les deux sélections. C'est des équipes qui ont deux styles un peu différents. Le Maroc qui a joué avec 4 schémas différents depuis le début du tournoi, qui procède souvent en attaque placée, qui préfère garder le ballon et procéder par jeu court pour préparer ce qu'on appelle l'animation offensive et faire mal à l'adversaire. Contrairement au Sénégal, c'est les transitions rapides, c'est le contre-pressing, c'est un jeu basé beaucoup plus sur l'individualité d'Amara Diouf et de Mamadou Lamine Sadio, qui toutefois qu'on les retrouve dans la dernière tiers adverse, peuvent faire mal à l'équipe adverse. Du côté du Sénégal, souvent ils tardent à monter sur le porteur du ballon.
on l'a vu contre le Burkina, on a même concédé un but par rapport à cette défaillance au niveau de la récupération du ballon. Côté marocain, c'est une équipe qui, sur le plan athlétique, ne répond pas physiquement sur le plan athlétique. Les deux meilleures équipes du tournoi, ça ne sera pas un match facile parce que le Maghreb a son style de jeu, comme nous le constatons tous, qui est parfois un peu de perte du temps pour un peu casser le rythme du jeu par rapport à l'équipe du Sénégal, qui est une équipe offensive, qui aime bien jouer au ballon. Donc ce sera un match un peu haché sur le plan du jeu, mais je pense que le Sénégal a les arguments et les moyens pour prendre le dessus. Ce sera aussi un duel de gardiens de but. Serigne a largement participé au parcours quand même des Lionceaux du Sénégal pour dire toute l'importance de ce gardien de but dans le groupe des Lions du pays de la Teranga, sans oublier aussi Taha, qui également a été décisif lors surtout des demi-finales. Il a arrêté 3 pénaltys. Serigne Diouf ou Taha, ils vont sortir certainement un grand match ce vendredi pour entrer encore plus dans l'histoire du football africain. Réaction des journalistes donc sur la finale de ce soir, coup d'envoi 21h, il s'agit de la finale CAN U17. On en reparle justement, Georges, dans la rubrique Point de vue. Nous restons avec une autre Coupe d'Afrique, la CAN 2023. La date du tirage au sort est connue. Ce sera le 12 octobre prochain, soit un mois après la dernière journée des éliminatoires prévues en septembre. C'est ce matin que la CAF, la Confédération africaine de football, a officialisé la date du tirage au sort au lendemain de la réunion de son comité exécutif qui s'est tenue à Alger. La CAN 2023 est prévue en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. La CAF a aussi approuvé le calendrier des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026. Selon un communiqué du comité exécutif, le nouveau format va impliquer les 54 associations membres de la CAF qui seront divisées en 9 groupes. Les vainqueurs de chaque groupe vont se qualifier automatiquement. Les 4 meilleurs deuxièmes vont jouer en tournoi de barrage de la CAF. Le vainqueur va participer au tournoi de barrage de la FIFA. Le tirage officiel des qualifications africaines pour la Coupe du Monde 2026 aura lieu le 12 juillet prochain à Cotonou au Bénin. Les éliminatoires démarrent en novembre. La Ligue des champions de la CAF à présent, Al-Ahli Espérance Tunis ce soir à 19h, première demi-finale retour. La deuxième demain à 13h. Elle va opposer Mamelodi Sundowns au Wydad Casablanca. Du football toujours, mais en Europe. En Europe, justement, début de la 36e journée de la Ligue 1 française. L'Olympique lyonnais, 7e au classement, joue contre l'AS Monaco de Crépin Diatta et d'Ismaël Jacob, 4e. Match prévu à 19h en Espagne, 35e journée de la Liga. Cadiz Real Valladolid à 19h en Italie. Sassuolo reçoit Monza pour le compte de la 36e journée de la Serie A. La Bundesliga pour terminer, 33e journée, début de la 33e journée. Donc, un match au programme aujourd'hui, Fribourg-Wolfsburg. Et nous parlons de l'Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de basketball. Maître Babacar Ndiaye, candidat à sa propre succession, il poursuit sa campagne. Il était à Kaolack hier où les 2 clubs de la ville ont porté leur choix sur lui. Un soutien que le président sortant salue. Maître Babacar Ndiaye, qui rassure les acteurs par rapport aux préoccupations des clubs de la région, s'engage à accompagner l'organisation de tournois destinés aux petites catégories. C'est une visite de courtoisie à mes amis de la famille du basket de Kaolack, de travail, mais également de campagne électorale. C'est avec plaisir que les 2 clubs de Kaolack Basket Club et puis 12 Basket Club également, j'ai accueilli le choix de ces 2 clubs de soutenir également ma candidature pour les mêmes élections. Le président de la Ligue, M. Yassine Diop, vous a dit tout à l'heure que nous avons fait le diagnostic du basket kaolackois qui souffre de manque criard d'infrastructures, surtout de terrain de basket. Vous avez parlé du problème du SANEPS. Je pense qu'un terrain de basket ne peut pas être à Kaolack et être fermé, alors qu'au même moment, les jeunes de Kaolack ont des problèmes pour trouver un terrain où s'entraîner. Il y a aussi, ce n'est pas seulement le terrain de centre, je pense qu'il faut d'autres terrains, puisque le terrain du stade Gueye est en réflexion. Et j'ai promis à la famille du basket de Kaolack de remonter le doléance qu'au maire Serigne Mboup pour permettre à la mairie de Kaolack de construire des terrains de basket pour les équipes de Kaolack. L'université du Sine Saloum également
veut créer une équipe de basket. C'est une excellente nouvelle parce qu'il y a le responsable qui était là avec nous. Et Inch'Allah, nous avons pris l'engagement d'étudier avec diligence le dossier d'affiliation de cette équipe universitaire. Comment réglementer ce secteur-là, ce secteur de la formation, les centres de formation et les écoles de basket, pour pouvoir tirer le maximum de la formation de ces structures-là. Oui, toutes les dispositions sont prises. L'AG se tiendra, Inch'Allah, sans aucun problème. Maître Babacar Ndiaye au micro de Fatumbo. Notez que l'Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de basketball est prévue, Barthélémy, le 27 mai. Le 27 mai. Merci beaucoup, Déthié. Agence de voyage, Mayu Voyage, vous offre votre revue de presse. Bonjour Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Coup de filet dans les rangs des vandales et autres pyromanes. Les arrestations se multiplient. Résume d'entrée le journal Libération. La traque jusque dans les baptêmes à Kermassar. Mon confrère note que Falissane a été appréhendé alors même qu'il célébrait le baptême de son fils retranché dans une chambre. Il a été sorti de force, menotté et embarqué, lui et des invités. L'observateur qui parle d'intense traque des pyromanes note que Fali est considéré comme le principal commanditaire de l'incendie des bus Dakar Demdik à Kermassar, attaqué au cocktail Molotov, vous le savez. En tout, 10 militants de PASTEF ont été attrapés et ce n'est pas fini. Les étudiants identifiés comme ayant cassé les restos Self et Argentin ont été convoqués par le commissariat du Point E. Mais jusque-là, silence radio, les 3 étudiants ne se sont pas signalés aux enquêteurs. Le journal Les Échos note que le commissariat a décrypté le message et c'est pourquoi désormais c'est à la DIC, la division des investigations criminelles, que revient la tâche de les dénicher. Pour le commentateur du journal Le Quotidien, nos vandales ont oublié en fait qu'il y a toujours le jour d'après. Quand on casse, on ne s'en soucie pas trop, mais le jour finit toujours par arriver. Et là, ce sont les portes de la prison qui s'ouvrent. Mon confrère note que depuis quelque temps, les coups de filet se multiplient en attendant le jour fatidique du 23 mai, jour du procès suite Boti. Dans l'attente de ce jour qui va consacrer le jugement de l'affaire, qui a fait beaucoup de mal à ce pays, les gens vont continuer à se battre, oubliant l'essentiel. L'essentiel étant la paix et la stabilité du pays. Mais question, le 23, Sonko finira-t-il par aller répondre aux magistrats de la chambre criminelle? Depuis quelque temps, il y a comme un doute qui se déplace et pour cause. Réumi Quotidien constate que Ousmane Sonko, qui avait opposé un niet catégorique à toute collaboration avec la justice, ne verrait pas d'inconvénient à y faire un tour le jour J. Mais enfin, quelques conditions quand même avant. Une liberté de mouvement, un procès juste et équitable par des juges impartiaux. Le journal Enquête signale que c'est mieux ainsi, en tout cas pour lui, car le refus de se soumettre à la loi est une stratégie à double tranchant. En attendant de savoir exactement ce qu'il va faire, le leader de PASTEF est sorti de son hibernation. Porté disparu, le sphinx renaît de ses cendres et s'offre un bain de foot dans les rues de Ziguinchor. L'observateur y voit un coup de com'. Ça fait paraître qu'il est devenu un intouchable dans le pays, analyse un spécialiste, mais attention au coup de com' de trop. Le risque qu'une certaine opinion se retourne contre lui. Le Témoin lui revient sur ce qu'il appelle l'état d'urgence scolaire à Ziguinchor et Seyou. Là-bas, les cours ont été mis en stand-by. Les potaches invités à rester chez eux du vendredi 19 au 25 mai prochain. Bosby le jour s'écrit en un mot pour lâcher sa colère cruelle avec l'exclamation à la fin. Mon confrère note que l'hôpital de Ziguinchor n'est pas épargné. Ses soignants sont pris pour cible. Le SAMES dit sa colère. Le journal Source A revient sur le chant mystique des femmes du bois sacré. Le confrère nous dit que c'est une affaire de sang. Une des chansons fétiches dit: le sang est certes sacré, le lien du sang filial est très fort, surtout celui versé par une mère au moment de l'accouchement. Qu'à cela ne tienne, que veuillez porter le message d'adieu à une mère chérie, qu'aujourd'hui est mon dernier jour sur terre, ceci est un adieu de son sang. Le journal explique tout à ses confrères. Pendant ce temps, Yewwi Askan Wi bat le rappel de ses troupes et avertit Macky Sall au cas où il songerait toucher à un seul cheveu de Sonko. Fervent défenseur de la stabilité sociale, le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a envoyé un hymne à la paix au président Macky Sall. Walf Quotidien nous dit donc que l'arrestation de Sonko a été reportée et c'est Touba qui a différé le mortal combat. À la une du journal Vox Populi, l'affaire du jeune décédé lors des manifestations du 16 mai dernier à Keur Mbaye Fall. Papa Madou Keita est mort par balle et non par
par arme blanche. Le confrère nous dit que les certificats de genre de mort dément le ministre de l'Intérieur. Et puis sport pour boucler, CAN U17 finale Sénégal-Maroc à 21h30 universel. Ramenez-nous une 5e étoile continentale. Implore Stade Quotidien. Serigne Salouya nous dit qu'il est prêt à mourir sur le terrain pour gagner. Serigne Salouya, c'est l'entraîneur bien sûr des Lionceaux. Dans le journal Record, on retrouve cette même finale Sénégal-Maroc qui se joue à 21h. Duel de Lionceaux ce vendredi donc à Alger. Relève le confrère Khalidou Koulibaly, le capitaine des Lions du Sénégal, senior, envoie un message aux jeunes. Il dit que tout le peuple sénégalais est avec eux. Bonne lecture à tous. Mayou Voyage vous amène à travers le monde avec son package de services. Vente de billets d'avion, service visa, assurance voyage, les packages touristiques, le tourisme religieux à travers le monde, les colonies de vacances, les séjours linguistiques, caravanes d'entreprise, voyages à thème, safari, gastronomie, lodge, famille. Mayou Voyage, c'est aussi les locations de voitures, bus, minibus et les autres transferts, aéroports, AIBD et les autres régions. Mayou Voyage, avenue Georges Pompidou Dakar, immeuble Sorna Anta, collé à la Marquise. 33 889 57 80 ou le 77 201 0000 www.mayouvoyage.com. Agence de voyage, Mayou Voyage, vous a offert votre revue de presse. Midi 40 minutes, dernier point de ce journal. Point de vue, finale, CAN U17, Sénégal-Maroc ce soir, coup d'envoi, 21h. Quelle stratégie pour maintenir la dynamique de sacre du football sénégalais? Eh bien, pour en parler, nous sommes avec Badara Sarr. Bonjour, monsieur Sarr. Bonjour, monsieur Diène. Monsieur Ngom Barthélémy. Ah, Barthélémy Ngom, oui, bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va tranquille, oui. Voilà, vous êtes le coach de la Jeanne d'Arc de Dakar, secrétaire général du syndicat des entraîneurs de football du Sénégal. Notre deuxième intervenant, Bakary Cissé. Monsieur Cissé, bonjour. Bonjour Barthélémy, bonjour à toutes et à tous. Rédacteur en chef du quotidien sportif Record. Alors, je reste avec vous, Bakary Cissé. La première question. Le Sénégal, donc, à 90 minutes d'un autre sacre continental. Vous avez suivi certainement le parcours de ces jeunes, les U17. Est-ce que ça vous inspire confiance? Est-ce que, au regard de ce que vous avez vu depuis le début de la compétition jusqu'à maintenant, le Sénégal a les arguments qu'il faut pour remporter un 5e trophée continental? Voilà, Barthélémy, permettez-moi de saluer tous les auditeurs de la RFM, mais aussi de tirer mon chapeau au coach Badara Sarr qui ne cesse de ménager aucun effort pour aider son club, la Jeanne d'Arc de Dakar, à sortir la tête de l'eau, parce que tout le monde sait que la Jeanne d'Arc depuis quelques années est un peu dans les difficultés. Maintenant, revenant sur le sujet, effectivement, l'équipe du Sénégal, pour ceux qui ont tendance à suivre, n'est-ce pas, son évolution, savent très bien que effectivement elle est sur une pente ascendante. C'est vrai qu'au départ, elle a perdu des matchs amicaux, mais aussi le coach en a profité pour apporter les correctifs, des correctifs par rapport les correctifs nécessaires par rapport à la compétition. Oui, depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, on a vu le Sénégal surclassé, n'est-ce pas, cette compétition. Cela augure d'un bon lendemain. Aujourd'hui, on souhaite qu'il parvienne qu'il arrive à clôturer de la plus belle des manières, c'est-à-dire terminer au firmament du football africain. Mais cela ne sera pas facile, surtout quand on sait qu'en face, il y aura encore une autre équipe marocaine qui sait très bien jouer au football. Donc, ce qui veut dire quelque part qu'il y aura deux styles différents sur le prêt ce soir. Oui, il y aura deux styles différents. Le Sénégal est une équipe offensive. On a vu ce qui s'est passé depuis lors. Alors, la défense, l'attaque sénégalaise peut bien s'en sortir, de même que le milieu de terrain au regard des individualités. Oui, mais quelque part, moi, je dirais que l'adversaire principal du Sénégal reste le Sénégal lui-même, parce que contre le Burkina Faso, moi, j'ai pas du tout. L'équipe du Sénégal était méconnaissable, surtout sur les deuxièmes ballons. Les joueurs se la jouaient solo. Il n'y avait pas de collectif. C'est vrai qu'après le match, j'ai entendu le coach Serigne Salouya, que je salue de passage, parler de 300 passes qu'ils sont parvenus à donner. Oui, mais si on donne 300 passes sans pour autant évoluer, surtout le dernier tiers où les joueurs, au lieu d'être collectifs, jouent pratiquement individuellement, ça peut poser problème. Mais je pense que quand même, c'est un garçon très intelligent qui peut rectifier, n'est-ce pas, le tir.
face au Burkina Faso, comme je l'ai dit, l'équipe du Sénégal était titillée du début jusqu'à la fin. Ouais. Et je pense que sur l'ensemble du match, les Burkinabés méritaient carrément de passer. Mais derrière, ça prouve quelque part que effectivement les garçons sont fatigués. Ils ont fait 5 voyages entre Alger et Annaba. Ils ont beaucoup pris l'avion. Donc la récupération a été très difficile pour eux. Mais aujourd'hui, je pense que c'est encore une autre paire de manches qui les attend plutôt. Et cette paire de manches, si ils restent concentrés sur le sujet, moi je ne vois pas pourquoi ils ne passeront pas devant le Maroc, comme je l'ai dit, qui joue bien au football. Donc ça sera d'un côté la technicité, de l'autre côté et la technicité, mais aussi le physique, parce que l'équipe du Sénégal est très, très, très physique. D'accord. Je donne la parole au coach Badara Sarr. Alors, coach Bakary Cissé l'a annoncé tout à l'heure, lors de la demi-finale, on a vu une équipe sénégalaise quasiment inexistante jusqu'à la fin du match. Vous, en tant qu'entraîneur, si vous étiez sur le banc de ces jeunes-là, qu'allez-vous proposer comme stratégie, justement, pour tout de suite aller vers la victoire? Oui, Barthélémy, donc permettez-moi aussi de remercier Bakary Cissé pour ses compliments à mon égard pour la Jeanne d'Arc. Effectivement, on essaie de faire de notre mieux pour cette équipe. Donc maintenant, vous dites que le Sénégal a été inexistant. Là, je ne suis pas entièrement d'accord. Donc parce que en matière de football, il y a des options. Là, sur ce match-là, le Sénégal a marqué très tôt, effectivement. C'est un match qui ressemble un peu au match lors de la première journée contre le Congo, où on a pris les dessus. Après, maintenant, c'est des garçons, c'est des jeunes. Ils ont un instinct de conservation généralement, parce que c'était une demi-finale de Coupe d'Afrique qui se jouait. Donc le Burkina, c'est une grande équipe de football, surtout dans les équipes de jeunes, le Burkina. Absolument. Donc après, on a laissé peut-être... Et d'ailleurs, le Burkina qui est arrivé 3e. Ah voilà, donc c'est ça. Donc ça veut dire que c'est une équipe qu'il fallait prendre très très au sérieux. Moi je dis que là, peut-être nous, le Sénégal, peut-être nos forces résident dans notre défense, effectivement, parce qu'on a encaissé qu'un seul but. Ensuite, dans l'impact physique, dans la vitesse aussi, dans les transitions. Là, contre le Burkina, peut-être l'impact physique, là, on n'a pas su, parce que le Burkina, on a le même prototype de footballeurs que le Burkina, c'est comme un peu le Mali. Donc, dans ce genre de match-là, c'est des matchs qui se jouent sur un fil de rasoir. À mon avis, là, peut-être on a marqué très tôt, mais malheureusement, on a laissé l'initiative du jeu au Burkina, mais on a pu, avec une défense bien regroupée autour du gardien de but, bien gérée, parce que là, même en première période, je pense que le Burkina n'a pas eu de tir cadré. Malheureusement, on a tellement reculé qu'on a pris ce but-là. Maintenant, pour le match contre le Maroc, pour la finale, je dis que c'est une finale. Moi, j'ai pas l'habitude de dire que c'est une finale, il ne faut pas la jouer, il faut la gagner. Donc, il faut jouer avant de gagner. À mon avis, c'est la fête. Le Maroc aussi a eu un bon parcours. Le Maroc a perdu. Malheureusement que le Maroc a eu à essuyer une défaite contre la Zambie en match de poule. Mais après, le Maroc est revenu avec beaucoup de force pour battre l'Algérie en quart de finale, battre le Mali en demi-finale au tir au but. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui a ses arguments, donc des arguments techniques. Mais aussi, moi, je regarde le Maroc contre le Nigeria, mais sur le plan aussi de l'impact, c'est une équipe qui a du répondant, qui a su vraiment opposer une résistance farouche au Nigeria. Le Nigeria, c'est presque le même style de jeu que nous. Donc, pour dire que, comme l'a dit Bakary tout à l'heure, ce sera une opposition de style entre un football technique côté marocain, qui sait aussi répondre sur le plan athlétique, et un football vraiment direct du Sénégal, qu'on a vu depuis le départ, qui s'inspire beaucoup, qui met beaucoup l'accent sur l'impact physique, sur la vitesse dans les transitions, sur les balles dans la verticalité, parce que c'est un style de jeu. Donc là, on va voir ce que ça va donner. Mais moi, à mon avis, je pense que si on rectifie par rapport au match qu'on a joué contre le Burkina, si on rectifie, je pense que ça va se faire. Là, ce ne sera pas le même calibre sur le plan athlétique, mais sur les transitions, sur la vitesse dans l'exécution de jeu, sur les balles arrêtées aussi. Parce que moi, quand j'ai regardé le match entre le Nigeria et le Maroc,
Moi, j'ai vu que sur les balles arrêtées, c'est une équipe qui avait des faiblesses, surtout le gardien qui faisait des sorties très hasardeuses. À mon avis, je pense que ce match-là est largement à notre portée, mais il va falloir que sur le plan effectivement de la technicité, de la justesse technique, qu'on puisse vraiment mettre les atouts qu'il faut pour ne pas leur laisser le ballon, mais surtout dans les transitions, aller vite et précis. D'accord, je reviens à vous, coach. Bakary Cissé, en quelques minutes, c'est vrai, il faut qu'il y ait de la technicité, surtout jouer collectif. Oui, ce sont deux équipes qui se connaissent bien parce qu'il faut dire qu'avant cette compétition, effectivement, le Sénégal a eu à jouer contre le Maroc et chacune des deux équipes a eu une victoire. Et donc avant même le premier match, c'était avant le tournoi UFOA, le Sénégal a gagné par 1-0. Après, ils ont fait match nul. Mais avant la Coupe d'Afrique là, ils ont un match amical. Le Maroc a pu gagner. Donc, psychologiquement, je pense que le Maroc a une petite ascendance, mais ce match-là sera aussi considéré comme une belle entre les deux formations. Il faut jouer collectif, c'est vrai. Et Serigne Salou Dia le sait très bien, comme l'a dit le coach Badara Sarr. Au jour d'aujourd'hui, il y a la transition, mais elle doit être rapide et aussi jouer dans la verticalité. On a tous constaté effectivement que l'équipe du Sénégal est très forte sur le plan défensif, mais sur le plan offensif, ils ont quelques lacunes. Et comme je l'ai dit, c'est vrai, il y a des individualités avec Amara Diouf, mais justement en parlant de ce jour-là, je pense qu'il gagnerait plus à lâcher le ballon très tôt. Parce que, voilà, surtout faire la passe pendant qu'il est temps. Pendant qu'il est temps, c'est surtout ça. C'est vrai que quelque part, on peut comprendre que ce sont des jeunes qui viennent de commencer. Chacun voudrait montrer qu'il sait jouer au ballon, mais au jour d'aujourd'hui, ce qui importe pour nous, Sénégalais, pour l'ensemble du peuple sénégalais, c'est cette timbale-là pour quand même garnir un peu l'armoire à trophée de la Fédération sénégalaise de football. Merci beaucoup, Bakary Cissé. On vous retrouve tout à l'heure dans le 13h. Coach, je termine très vite avec vous. Bakary Cissé l'a évoqué tout à l'heure. Au niveau de l'attaque, il y a des manquements. Et pourtant, nous avons de bons joueurs devant. Effectivement, je pense que ce qui manque peut-être, c'est un peu l'altruisme qu'il faut. Donc, c'est des jeunes, chacun veut se montrer. C'est-à-dire il va falloir... Chacun veut vendre son image, comme dirait l'autre. Voilà, beaucoup plus collectif et beaucoup plus juste techniquement. Parce qu'on a vu, par rapport au nombre d'occasions qu'on s'est créées depuis le début de la compétition, peut-être on n'est même pas à 1/5 de ces occasions-là qui n'ont pas été réalisées. On a réalisé peut-être qu'un cinquième. Ça manque de précision. Ça manque de précision. Ça manque de précision, voilà. Ça manque de justesse technique, de précision, mais surtout de collectif. Là, dans les derniers gestes, il va falloir faire la passe qu'il faut. Même l'entraîneur en a parlé à un moment donné. Je pense que contre le Burkina, on n'a pas eu ce nombre d'occasions-là. Mais quand même, je pense qu'avec cette attaque dont on dispose, peut-être Yaya Djemé qui va reprendre sa place et Amara Diouf, je pense qu'on a la possibilité de nous créer beaucoup d'occasions dans ce match-là. Et encore faudrait-il être juste et puis précis sur le dernier. Devant les buts. Merci beaucoup, coach Badara Sarr. Merci, coach de la Jeanne d'Arc de Dakar, secrétaire général du syndicat des entraîneurs de football du Sénégal. Merci également à Bakary Cissé, rédacteur en chef du quotidien sportif Record. On vous retrouve tous les deux dans le journal de 13h. Ce sera avec Eladji Ndiogou. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Aliouba, Digital Yassine Pouy, chef d'édition Awa Mbaye. Retour de l'info dans moins de 8 minutes. Bonne suite de programme.